Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue dans le carré. Avant de commencer, tu connais l'histoire, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche, c'est important la petite cloche, sinon tu seras pas prévenu de toutes mes vidéos. Allez, prends soin de toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode dans le carré. On a fait un bilan avec Z Chance 44 de son année. Il est temps de faire le bilan avec le gourou du poker Oh français. non. Bien fait pour toi, on va en parler. Déjà, je vais vous remercier parce qu'il y a quelques jours est sorti mon interview chez Nutser, le fameux podcast de Monsieur Romain Haussmann. Merci parce qu'apparemment ça cartonne et ça vous plaît. Et on s'est dit avec Romain qu'il était temps de parler de beaucoup de choses, de lui, de Nutser, de la grosse évolution. En un an, il s'en est passé énormément de choses chez Nutser. Bref, on fait le bilan, on parle des beaux sujets, on parle des sujets qui fâchent. On en a pour 4h30. Comment ça va, mon Romain ? Ça va super bien. Et effectivement, c'était sympa cette petite interview qu'on a pu avoir ensemble. On n'a pas trop parlé, enfin si, on a parlé de l'industrie du poker quand même, mais on a plus parlé de sujets parallèles. Moi, je suis passionné par ça, par faire les corrélations de ce qu'on peut envisager dans différentes disciplines et retrouver de plusieurs manières. Alors, mon ami, bon, déjà, on va parler un petit peu de toi. Avant de parler de Nutser vite fait. Cette année, si je te dis que tu as été avant tout le patron de Nutser et moi, un joueur de poker pro, qu'est-ce que tu répondrais à ça ? Que c'est complètement juste et bien joué pour cette analyse. J'ai sûrement fait mon année la plus faible en termes de volume. J'ai quand même fait quelques perfs, hein, mais en termes de volume, c'était assez faible. J'ai aussi, tu sais, sûrement courant, à peu près, courant de l'été 2020, en milieu d'année, j'ai beaucoup moins twitché aussi. Et, c'était mon volume, je le faisais principalement en Twitch. Donc forcément, ce qui signifie que je passe plus de temps dans autre chose. Et surtout, c'est que je m'oriente de plus en plus, comme j'en ai déjà parlé, sur la priorisation de ma carrière en tant que coach et plus que ma carrière en tant que joueur. Même si j'étais à Vegas quand même, j'ai été joué. On va en J'ai essayé de parler. gagner un titre, mais ça n'a pas marché. Tu fais quand même une année gagnante au final ? Ouais, mais après, c'est une année extrêmement faible. En moyenne, si tu veux, sur toute ma carrière, je dois être en moyenne à 150 000. J'ai pas exactement regardé, donc je vais dire approximatif. J'ai dû faire 30 000, quoi. Donc c'est peut-être c'est une année comme mes premières années de carrière professionnelle, quoi. D'accord, ok. Donc, une vie d'entrepreneur, et pourquoi ? Parce que, comme je disais, il s'est passé énormément de choses avec Nutser. Avant de rentrer dans le détail, on va d'abord parler du global. Tu tires quel bilan de l'année 2021 chez Nutser ? C'est un bilan en fait qui est très positif avec de nombreuses réussites. Aussi des échecs, hein, mais de nombreuses réussites. Et surtout, c'est que là, on a atteint une nouvelle étape dans l'évolution de notre structure, puisque en fait, le contexte sanitaire nous empêchait d'avoir une équipe complète pour encadrer, former nos joueurs au sein du centre de formation au Cambodge. Et là, depuis septembre, on a eu la possibilité justement de pouvoir un peu plus voyager et on a la possibilité justement de renforcer l'équipe et de constituer un ensemble d'individus permettant justement de mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour apprendre et pour les suivre. Et tu vois, en termes de résultats, c'est flagrant. Il y a vraiment un avant et un après. On a sûrement... Bon, alors après, ça fait que 5 mois. Hein. Enfin, septembre, octobre, novembre, ouais, ça fait 4 mois. Le sample reste quand même assez significatif parce que 4 mois pour un joueur de poker individuel, c'est pas beaucoup. 4 mois pour 15 joueurs, c'est quand même très représentatif. Le volume est beaucoup plus conséquent, c'est x15. Hein. Par conséquent, au niveau des résultats, c'est 3 fois et demi plus de résultats depuis qu'il y a des coachs et un staff dédié au centre. Parce qu'avant septembre, on était sur du coaching et de l'accompagnement online. Je le répète, à cause du contexte sanitaire, hein, ce n'était pas un choix. Hein,
on subissait comme tout le monde la situation. Et maintenant, on est en présentiel très quotidiennement et régulièrement. Et du coup, ça change tout au niveau de la capacité à progresser de nos joueurs, quoi. Donc ça, c'est vraiment super. Et maintenant que c'est acté, que c'est en place, ça y est, c'est derrière nous, cette phase où on était contraint de devoir gérer nos joueurs online, quoi. Grosso modo, mais très rapidement, c'est quoi que tu appelles une équipe en place là-bas? Ça correspond à quoi pour les gens qui connaissent pas notre serre ou qui ça pourrait intéresser de vous rejoindre au Cambodge? Déjà, ce qui est très important, c'est qu'on a un coach mental dédié à plein temps au centre. Et ça, c'est unique. C'est incroyable. On a une chance incroyable parce qu'on a quelqu'un qui est extrêmement expérimenté, qui a plus de 10 ans d'expérience, qui est d'ailleurs plus performant, plus compétent que moi sur la majorité des domaines dans le mental. Pouvoir suivre au quotidien les gars, c'est incomparable parce que si tu veux, le schéma dans le développement des compétences mentales classiques, c'est les gens, ils vont prendre une session par semaine. Ouais. Donc ça fait 1 heure. Là, ils ont quelqu'un dédié avec eux, ils ont même 2 personnes, puisqu'il y en a aussi un assistant coach, 2 personnes dédiées à tout leur développement de compétences liées au mental. Donc ça, c'est c'est vraiment unique et innovant. Okay. Ensuite, on a un manager, on a un assistant manager, on a aussi quelqu'un qui fait un mix entre les deux, qui fait de la data analyse, c'est-à-dire qu'il va essayer de récupérer toutes les informations pour comprendre les difficultés, les problèmes des joueurs et essayer de résoudre ces problèmes-là. Okay. Et après, on a tout ce qui est logistique, donc c'est un staff pour le service cuisine, sur le ménage, sur tout ce qui est environnement finalement au quotidien. Et l'air de rien... Comme un grand hôtel, quoi, ça n'a pas bougé. Ouais, c'est tous les services d'un hôtel. Ouais. Et l'air de rien, tu vois, ça fait qu'on a 50% de joueurs dans l'hôtel et 50% de staff. Et t'as les coachs techniques? Alors, technique, il y a officiellement, il y en a un qui est présent à plein temps au centre, ouais. Il y a moi, et il y en a un qui est online, que tu connais, c'est Boris Lebordelet, Boris Lebordelet, qui était anciennement chez ATM, donc il connaît très bien, justement, gros joueur. La théorie. Ouais, c'est un théoricien, donc... c'est le théoricien de l'équipe, tu vois. Et lui, il s'occupe évidemment de créer le contenu. Donc, il a cette tâche-là. Et après, on a un système qui est très différent, évidemment, parce que tu connais mon avis sur les masterclass. On n'est pas friand. Ouais, on n'est pas friand. Et ensuite, en online, on a les interactions aussi de Victor Choupeau, parce qu'il coach, et de Sylvain Loussy. Donc, on est quand même plutôt... T'as Sylvain Loussy aussi qui vient faire des interactions avec les joueurs? Ouais, mais alors par contre, il coach uniquement le team pro Nutser en live, quoi. Okay. Donc, il n'y a que quelques membres de Nutser. Ouais, il faut le mériter, en gros, pour avoir accès à Sylvain. Ouais. C'est un peu ça. Ça se mérite, hein, Sylvain Loussy. Ouais. Donc, ouais, on est dans un nouvel hôtel, en plus. Exact. Le nouvel hôtel, il est arrivé en début de l'été dernier. Et effectivement, on a pris un 5 étoiles. C'est un 5 étoiles version Asie. Donc, je dirais que c'est un bon 4 étoiles français. Ouais. Et effectivement, là, on a même un spa à l'intérieur avec un jacuzzi. On a tout, quoi. Donc, je suis sympa. Pendant que tu parles, je mets quelques images. Regardez pendant que Romain parle. Vas-y, je t'en prie, continue. Ouais, je disais, là, les gars sont quand même dans un contexte idéal pour se concentrer à la performance, quoi. D'ailleurs, hein, le résultat est assez significatif. Il y a une grosse différence. Alors, c'est multifactoriel. Il y a plein de raisons pour lesquelles les joueurs vont performer, mais c'est sûr que c'est un facteur majeur dans la réussite actuelle que les joueurs sont en train de vivre. Tu parles de réussite et tu parles de changement. J'ai vu que là, vous avez annoncé, je dis peut-être une connerie, 180 000 € rien que ou dollars. Rien que sur le mois de novembre pour vos joueurs, c'est ça? Ouais, alors après, on a fait un très gros mois de novembre, 180 000, c'est notre deuxième ou troisième plus gros mois sur 2 ans. Ça, c'est des chiffres nets, Romain? C'est buy-in enlevé? Ouais, c'est toujours, on parle toujours en profit, mais ce qu'il faut faire attention, c'est que c'est un mois, quoi. Alors, un mois, 15 joueurs, c'est quand même représentatif, mais en moyenne, on va plutôt être sur du 80, tu vois. Ce qui est déjà très bien. Hein. On a fini... Ouais, et surtout, c'est que en fait,
c'est pour ça que c'est compliqué de parler de chiffres. Moi, je préfère je préfère comparer en fait le moment où le joueur intègre la structure, quel est son niveau de compétence et quels sont ses résultats, et un an après, quelle est son évolution, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, parce que c'est ce qui détermine un peu si on a bien fait notre travail. Si on les a bien formés, parce que si le mec il arrive, il fait déjà 40 000 euros par an et que un an plus tard il fait 40 000 euros par an, bah, certes, il fait des bons résultats, mais c'est pas grâce à nous, quoi. Il y a une question que j'entends très souvent, que ce soit en live ou quand on m'écrit, etc. C'est que les gens ne sont pas aveugles. Vous avez des gros moyens. Vous avez des grosses structures. T'es parti, on y reviendra tout à l'heure, avec une team pro live pour jouer des centaines de milliers d'euros, de dollars de buy-in au WSOP. Il paraît même qu'il y a un très bon docu qui sortira bientôt. Tu fais tout ça en plus sans sponsor aujourd'hui, principal. Et la question qui revient tout le temps, c'est non mais comment ils arrivent à faire ça? Parce qu'on voit bien comparé à... Enfin, il n'y en a pas d'autres, de toute façon, ça va plus vite. Quelle réponse tu peux apporter aux gens qui se disent mais comment ils font ça? Avez-vous un prince saoudien derrière vous? Eh ben, malheureusement, non. On en a eu un. Au tout début de notre sœur, on en avait. On avait des investisseurs. C'est comme ça qu'on a créé notre sœur. Et aujourd'hui, ils se sont retirés pour des raisons qui leur est propre, qui sont, pas intéressantes à évoquer. Là récemment ou au tout début du projet? Non, ah non, 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 enfin, si tu veux, on peut en parler, mais ça je crois que j'en ai jamais parlé, hein. Mais en gros, on a monté notre sœur avec une levée de fonds, comme une société classique qui lève des fonds, quoi. Et c'était 3 mois après, je crois, si je me dis pas de bêtises. Donc, on a mis 5 mois pour constituer l'ensemble du projet, valider le deal, parce que quand tu fais une levée de fonds, évidemment, tu redistribues de l'équité, hein, c'est pas gratuit de récupérer de l'argent, ça veut dire que du coup, on a des actionnaires. Et 4 après, ils sont partis. Vers d'autres horizons pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ça, sur des raisons externes. En fait, ils ont été impactés sur un business autre. Ah, autre, et du coup, ils ont préféré rester. Bah, ils n'ont pas voulu. Il aurait pu rester, mais il n'a pas voulu. Et en fait, la particularité qu'on a eue, et c'est pour ça que notre sœur, ça a été compliqué, c'est qu'il s'était projeté, il s'était engagé à verser 600 000 euros de levée de fonds, puisqu'on avait levé 600 000 euros. Et ils n'avaient versé qu'un tiers de cette somme et ils sont partis après avoir versé un tiers. Et donc nous, on avait déjà investi l'ensemble des fonds et on avait un plan et une stratégie sur 600 000 euros. Et donc il a fallu qu'on gère une société comme si il y avait 600 000 euros, mais avec 200 000, quoi. Voilà, avec 200 000. Donc pour un entrepreneur, alors ça parlera pas à la majorité des gens, parce que là, non, là c'est technique, mais là c'est compliqué la situation quand tu t'en... Ah, ben là, mais donc ça marche pour toi aujourd'hui, puisque là aujourd'hui c'est qu'avec vos fonds que vous marchez pour faire des trucs aussi énormes alors. Ah bah ouais, alors ça marche très bien aussi parce que justement, du coup, les investisseurs, c'est les fondateurs, hein, donc j'en fais partie. Donc j'ai mes propres fonds pour remplacer ceux des investisseurs. Et après, effectivement, aujourd'hui, les résultats des joueurs, finalement, c'est notre réussite qui nous permet de nous autofinancer, quoi. Donc on est pleinement stable aujourd'hui et on est plutôt... aujourd'hui, notre serre, c'est viable. Alors ça l'est depuis à peu près un an, un peu moins d'un an, on va dire, allez, 10 mois. Ça l'est depuis 10 mois, ouais. Mais après, on a une particularité, c'est que ce qu'on propose aux joueurs, parce que au final, quand un joueur vient chez Nutster, ça, il y a très peu de gens qui le comprennent clairement, c'est que le joueur, il vient pas dans le but de s'enrichir financièrement, il vient dans le but de s'enrichir au niveau des compétences, parce qu'il sait qu'une fois qu'il sera bon, eh ben, il va gagner de l'argent. Donc, il n'a pas une démarche de je viens au centre pour m'enrichir sur la première année, je viens au centre pour m'enrichir sur 4-5 ans. Donc, ça veut dire qu'il comprend, il y a un concept d'investissement, il maîtrise ça, puisque sinon, il peut pas, s'il ne le comprend pas, il ne rejoint pas. D'ailleurs, c'est les problèmes de certains joueurs, ceux qui ne rejoignent pas, souvent, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce que c'est qu'investir. Et ils préfèrent se dire qu'ils vont gagner 30 000 euros, s'enrichir 30 000 euros tous les ans, pendant 5 ans, plutôt que gagner 1 million. Mais gagner le million plutôt la 4e année ou la 3e année. Alors, je dis des chiffres simples, c'est des chiffres fictifs, hein, simplement pour comprendre le principe d'investissement. Et donc, du coup, par conséquent, effectivement, les joueurs ont la même dimension que la structure. On est
alignement sur ça, c'est-à-dire que nous aussi, on n'a pas une volonté de générer des bénéfices et de profiter de ces bénéfices et de les encaisser. On a un objectif d'investir et c'est pour ça qu'on ne fait que de créer des nouveaux projets en parallèle pour continuer à développer notre sœur et à proposer encore plus d'avantages à toutes les personnes qui nous rejoignent. Tu parles de l'idée d'investir. J'en ai parlé avec Chichi il y a quelque temps. Je sais qu'il y a une phrase qui marque souvent les gens, c'est quand tu dis faites un crédit. Voilà, faites un crédit et puis investissez sur vous. Et cette phrase, elle peut choquer, tu vois. Les gens se disent, mais il est malade, je vais pas aller faire un crédit Sofinco pour investir sur moi. C'est quoi cette notion quand tu dis investissez? Alors, ouais, c'est pas faites un crédit, c'est un petit peu rapide comme tu dis ça. J'ai fait une vidéo sur comment devenir... Ouais, comment devenir pro, c'est facile. Enfin, pourquoi devenir pro, c'est facile. J'ai fait une vidéo là-dessus, ça me parle de... Quand tu me dis ça, quand tu évoques ce sujet. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que quand on a une démarche de devenir professionnel, si on est amateur, ça n'a pas de sens ce que je suis en train de dire, parce qu'on est là juste pour jouer, mais quand on a une démarche de devenir pro, c'est une démarche entrepreneuriale, puisque on va avoir beaucoup de similitudes. Il y a des différences, évidemment, c'est comme tout, mais on va avoir beaucoup de similitudes, et en l'occurrence, sur la manière dont on gère sa carrière. Et si vous voulez comprendre ça, regardez notre interview à Romain et moi, d'ailleurs, parce qu'on en parle de ça. C'est vrai, on parle aussi pas mal d'entrepreneuriat. Et donc, ouais, c'est surtout l'état d'esprit qui est important, entrepreneurial, cette volonté d'investir sur du long terme. Donc, pas de penser au jour le jour, mais d'investir sur du long terme. Et en l'occurrence, le nerf de la guerre, c'est le cash flow, le cash disponible instantanément qu'on va pouvoir utiliser pour justement investir. Et donc, du coup, quelqu'un qui a la capacité à faire un crédit, ça veut dire qu'il va avoir une opportunité de se développer plus rapidement. Et ça c'est ce qu'on fait dans le business en temps normal. D'ailleurs, quand on fait une levée de fonds, c'est pour gagner du temps. Et même des fois, ça va même plus loin que gagner du temps. C'est aussi pour se créer des opportunités qu'on n'aura jamais parce que c'est pas dit qu'on puisse créer une société qui soit viable et qui génère 50 000 euros. Des fois, on va jamais le faire. Alors que si on a la possibilité d'emprunter 100 000 euros, on va pouvoir accéder à des choses qu'on n'aurait peut-être jamais pu grâce à cet apport financier. Donc ouais, moi je suis très partisan de voir le poker professionnel, je le répète, professionnel, comme un entrepreneur, comme une entreprise. Et donc du coup, plus on a la possibilité de faire des crédits, enfin d'accéder à des capitaux, et mieux c'est. Je donne un exemple tout bête. Quelqu'un qui peut faire un crédit pour monter sa société ou pour faire une carrière de poker professionnelle, il va pouvoir du coup payer ses frais, ses dépenses au quotidien et donc avoir le temps nécessaire pour valider la pérennité de son projet professionnel. Parce que très souvent, quand on démarre notre carrière professionnelle, on ne gagne pas énormément. Ma première année, j'ai gagné 15 000 euros. Ça paye mes frais, quoi. Ça va pas plus loin. Si j'avais eu la possibilité, par exemple, de voir plus de crédits, parce que j'ai fait un crédit, je ne sais pas si tu es au courant, moi j'ai emprunté parce que sinon j'étais pas en capacité à jouer. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a besoin d'un fonds de roulement au poker, c'est notre capital, notre bankroll. Emprunté pour jouer. Ouais, j'étais obligé. Enfin, alors, si je l'avais pas fait, j'étais pas obligé. Mais si je l'avais pas fait, en fait. Rapidement. Ah ben carrément, parce que en fait, j'ai joué des mises moyennes à 15 euros, ce qui est déjà pas très élevé, tu vois. Mais si j'avais pas emprunté, j'aurais dû jouer des mises moyennes à 3 euros. Ouais. Du coup, j'ai un manque à gagner direct parce que j'ai pas les fonds nécessaires pour jouer des montants assez importants et pour gagner assez d'argent. Parce que plus tu joues bas, et moins tu peux gagner d'argent, puisque les tournois où tu joues des 2 euros, le vainqueur, il va prendre 50 euros. Alors que si tu joues, enfin, la majorité des tournois, il y a des exceptions. Alors que si tu joues des 20 euros, tu vas plutôt gagner 2000 euros. Donc, c'est pas du tout... Ouais, vas-y. Par rapport à ça, c'est quoi la résistance que tu as souvent des joueurs qui te contactent pour rejoindre le centre ou qui ont peut-être envie, mais ils hésitent? C'est quoi les résistances que tu as le plus souvent? Alors, moi, je pense que c'est plutôt ceux qui ne me contactent pas, plutôt que ceux qui contactent. En général, ceux qui contactent, c'est déjà soit... fait. Eux, tu sais qu'ils viennent, quoi. Ouais, exactement. C'est soit ils ont le niveau et on les accepte, soit ils n'ont pas le niveau, parce que, évidemment, on n'accepte pas des profils qui n'ont pas les critères nécessaires, principalement la motivation ou justement le capital nécessaire. Parce que, comme je viens de le dire, c'est super important d'avoir une somme nécessaire pour pouvoir encaisser un an de dépenses au quotidien.
Comme ça nous laisse le temps d'acquérir les compétences nécessaires pour être viable professionnellement au poker. Et donc, du coup, ouais, c'est ceux qui ne nous contactent pas. Et ceux qui ne nous contactent pas, principalement, c'est une incapacité à évaluer la valeur d'être dans une structure comme notre sœur. Et alors ça, il y a deux raisons à ça. La première, c'est la nôtre, puisque en termes de communication, ça veut dire qu'on n'arrive pas à expliquer et à faire comprendre aux gens en quoi c'est très important de se former et de se donner ces opportunités-là. Très souvent, l'argument que j'entends, c'est « Ah bah ouais, mais je peux le faire tout seul. J'ai pas besoin d'une structure. » Et ils n'arrivent pas du coup à distinguer la différence entre le faire seul et le faire dans une structure. Bah, très souvent, ceux qui pensent comme ça, hein, Loïc, il n'y a pas vraiment de mystère. 3 ans plus tard, ils sont au même niveau. Hein. Ils ont très peu évolué, quoi. Mais après, ça ne voudra pas dire qu'ils changent d'avis dans 3 ans après. Hein. Tu crois vraiment que c'est un problème de communication, ça? Parce que vous communiquez quand même beaucoup, tu as une grosse place dans les médias, tu es encore dans les personnes les plus influentes dans le classement de cette année. Tu penses vraiment que c'est un problème de communication ou que c'est un problème de compréhension des gens, d'incapacité à comprendre ça? Ou de non-volontarisme? Bah, c'est dans les 2 points. Le deuxième point, c'est une incapacité de leur part à comprendre comment fonctionne l'apprentissage et comment fonctionne justement l'élaboration d'une carrière professionnelle. Et ça, pour le coup, s'ils ne se forment pas, ils ne vont jamais avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir comprendre la pertinence de rejoindre une structure. Quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, pas que notre sœur. Hein. Mais après, est-ce que ces joueurs-là, parce que je suppose que souvent on te dit, bah ouais, mais regarde, alors que notre sœur existe, il y a bien des joueurs qui sont arrivés sans ça. Ouais. Mais c'est comme tout, tu sais, alors je sais plus comment ça annonce ce que tu dis là, mais en fait, tu as 1000 personnes, tu prends un pool de 1000 personnes, tu en as 2 qui réussissent solo, et les gens vont prendre ces 2 personnes-là comme référence, et ils vont dire ah bah ouais, lui il a réussi sans ça, ok, mais est-ce que toi t'es lui? Est-ce que toi, tu as les mêmes capacités que lui? Est-ce que tu as le même environnement que lui? Est-ce que tu as la même marge d'apprentissage que lui? Donc, c'est comme tout, on est tous différents. C'est pas parce qu'il y en a 2 qui ont réussi sans structure que ça marche. Moi, personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. Par contre, je suis persuadé que si j'avais pu justement être au sein d'une structure, j'aurais été beaucoup plus rapidement. D'ailleurs, pour l'anecdote, tu vois, il y a quelque chose que je t'ai jamais dit. Moi, quand j'ai démarré ma carrière, j'ai redémarré ma carrière en 2015-2016, j'ai cherché à rejoindre une structure et j'ai été refusé. Oh, mon niveau n'était pas assez bon. Ouais, mon niveau n'était pas assez bon. Donc, j'avais quand même cette volonté, ce souhait-là. Bon, après, j'ai été refusé, ça, c'est une autre histoire. Mais à l'époque, du coup, j'étais obligé, c'était pas un choix personnel, j'étais obligé de faire 100, quoi, d'être tout seul et d'avancer tout seul. J'aurais été beaucoup plus vite et peut-être même beaucoup plus haut si j'avais eu la chance de pouvoir avoir une structure telle que notre sœur avec moi. Bon, on connaît certaines de tes élèves qui sont devenus des réussites comme Cortex ou Bobot, parce que c'est un peu tes 2 figures de proue. Plus maintenant, j'en ai. Enfin, je sais pas si tu as vu là, Olux, là, Léo. Ouais, il y a incroyable, Olux. Hein, c'est vrai qu'il y a Olux maintenant. Et donc, du coup, tu m'as dit ton préféré, c'est plus Bobot, c'est Olux, hein, c'est ça. Juste non, j'ai pas de préféré. Je les aime tous autant les uns que les autres. Ouais, t'as peur de ça, t'as peur qu'ils regardent la vidéo, c'est surtout ça. Moi, je me rappelle que tu m'as dit que Bobot, c'était moins maintenant. C'est normal, on fait un bisou à Bobot. C'est parce que c'est un ami. Donc, non, bon, forcément, on voit les gens qui réussissent. Il y a forcément eu des échecs, je suppose, dans les élèves que t'as eu. Alors, en fait, de tous les joueurs qui ont signé un contrat, il n'y a pas eu d'échec dans le sens où, en fait, quand tu définis un échec ou une réussite, c'est en fonction des objectifs que la personne se définit. Donc, en fonction de ce qu'ils se sont définis, il n'y a pas eu d'échec à part une personne que j'ai en tête, mais sinon, l'ensemble des joueurs sont en réussite. Et après, c'est une question aussi d'ambition. Si tu te mets des objectifs avec une probabilité de 5% de réussite, forcément, tu vas avoir plus d'échecs que l'inverse. Ouais. Pour le coup, on a cette démarche, cette ambition de les pousser. Ça n'empêche que ça prend du temps et ça s'apprend. On ne va pas tout de suite leur demander de se mettre dans le rouge avec une aussi grosse difficulté. Mais non, j'ai pas eu d'échecs. Par contre, j'ai eu des joueurs qui ont arrêté. Tu vois, genre, ils ont fait leur formation pendant 1 an et demi. Ils ont atteint leurs plus grosses performances, leurs plus gros objectifs, leurs plus gros résultats sur 1 an. Et après, ils ont arrêté.
D'ailleurs, le poker, certains ont arrêté le poker carrément, ils ont fait autre chose. Donc là, ça avait pas, enfin, c'était une réussite, mais ça avait simplement un choix personnel. Ouais. Après, on a eu des joueurs qu'on a tenté de conserver en essai, mais sans les faire signer. Parce qu'ils étaient trop short en termes de niveau. Et on n'a jamais réussi à les faire signer et on les a virés parce que ça ne convenait pas, quoi. Mais sinon, au-delà de ça, non, ça marche, quoi. Enfin, tous les joueurs conformes qui sont débutants dans leur carrière professionnelle et qui veulent être pro, ils ressortent, ils sont pros. Alors, ils ne vont pas générer 50 millions d'euros par an, mais ils vont générer au minimum 20 000 euros par an, quoi. Ouais. Ça, c'est effectif. Après, y a des réussites qui sont plus ou moins grandes que d'autres. Tu vois, genre, tu en parlais de Léo. Léo, c'est vraiment impressionnant sa progression. Il y a aussi Kevin Brother qui est sur la même voie que lui. C'est tous les deux des jeunes de 22, 23 ans qui ont démarré leur carrière avec nous et qui sont déjà sur du haut niveau, quoi. En étant assez rapide, quoi, en un an, quoi. Donc c'est quand même pas la majorité des joueurs, hein, faut le dire. Ils sont évidemment, c'est ceux qui s'investissent le plus dans la structure et qui passent énormément de temps à s'entraîner, hein. Après, il y a pas de baguette magique, hein. Notre serre, donc c'est live, mais c'est aussi online. Tu avais sorti le webinaire l'année dernière, où apparemment tu me disais que ça marchait bien, mais tu as sorti autre chose ensuite. Est-ce que tu peux nous parler des autres choix que tu as fait au niveau online pour que les gens puissent être chez Nutser tout en étant loin? Alors ouais, ça date de l'été dernier d'ailleurs, tu vois, justement, c'est un peu le point culminant l'été dernier, Nutser. En fait, on a essayé de penser un système pour que n'importe quel individu qui a un projet professionnel dans le milieu du poker puisse trouver quelque chose, voir quelqu'un qui réfléchit à devenir pro sans forcément se dire que je vais l'être, mais qui a envie de tenter une démarche qui tend vers le professionnalisme, qui tend vers la performance. Et du coup, on a proposé un système où soit les joueurs pouvaient venir sur le webinaire et ils avaient accès justement à un coaching par semaine et à 4 vidéos avec une thématique orienté sur les coachings qu'on voit. Donc, c'est de la pratique et de la théorie. Les vidéos, c'est la théorie et les coachings en groupe, c'est de la pratique. Et ensuite, ceux qui souhaitent aller plus loin, là, on a carrément créé une prépa pour devenir professionnel. Et donc là, c'est très sérieux. C'est des groupes de 8 joueurs où il y a une trentaine d'heures par mois de coaching. Il y a un suivi. Donc là, c'est un suivi personnalisé, on connaît les joueurs, on connaît leurs problématiques et on les accompagne dans la réalisation de leur projet professionnel. Donc là, c'est vraiment une démarche de faire carrière dans le poker, quoi. Et ensuite, il y a le team online, effectivement, qui est la même... Tu me dis, excuse-moi, là, pour ta prépa, tu me Ouais. dis une trentaine d'heures de coaching par mois. Et tu vends ça Ouais. combien 500 € par mois par joueur. En gros, c'est ça. Alors après, pour ils sont en 30 heures groupe de 8. coaching? Ouais, alors dans le coaching, il y a tout, c'est-à-dire il y a de la technique, de la stratégie, du mental, il y a aussi de l'apprentissage sur les méthodologies d'apprentissage. Ça, moi, c'est super important. Non, parce que je te dis ça, parce qu'évidemment, 500 € par mois, ça reste une somme très importante, mais comment tu fais pour proposer quelque chose à 500 balles par mois avec 30 heures de coaching? Parce que si je te suis bien, dans les coachs, évidemment, il y a des gens comme le Bordeaux et ce que tu me disais, quoi. Alors là, c'est des mecs, justement... normalement, tu les as à 200 balles de l'heure, quoi. Donc, comment tu proposes des produits comme ça, en fait? Alors déjà, il n'y a pas tous les coachs. Chaque coach a ses joueurs, à ses élèves. Là, ceux qui s'occupent de ça, c'est les 2 coachs qui sont au centre de formation. Je ne sais pas si ça te parle, Blacky avec la grande barbe là, qui avait gagné. Ouais. Maison du Bluff. Voilà. Ouais, la Maison du Bluff qui avait gagné le main event de PSFR pour presque 100 000 € là, l'année dernière. Très bon, donc c'est lui qui très bon profil. Ouais, c'est un analyste aussi, c'est pareil, il est beaucoup sur la théorie, c'est sa spécialité. Et donc, c'est lui qui gère le pôle
de la prépa qui s'occupe d'eux. D'ailleurs, il a un petit défaut, c'est qu'il est tellement passionné par ça que très souvent, les joueurs, quand ils ont 1 heure de coaching, c'est plutôt plutôt 2 ou 3 que 1. Et bon, il continue à essayer de se soigner là-dessus. Il a encore des progrès à faire. Donc après, tant mieux, hein, les joueurs de la prépa sont contents. L'idée, c'est vraiment de donner la possibilité à tous ceux qui veulent devenir pro d'avoir la meilleure formation possible pour réussir leur projet. Donc pourquoi c'est possible ? Parce qu'on a des gars qui sont passionnés. Tu vois, là, je suis en train de te parler de Lucky, il compte pas ses heures. Lui, son but, c'est que les mecs réussissent. Donc c'est pour ça que ça marche. Ils le font pas par ambition financière, ils le font par passion. Ouais, mais alors j'entends ce que tu dis, mais ça a été quoi la réception des gens ? Parce que d'un côté, ça me paraît juste pas cher du tout, parce que je sais combien ça coûte ce genre de coaching. De l'autre côté, 500 € par mois, ça reste une sacrée somme pour les gens. Ouais. C'est quoi les retours que tu as eu des joueurs ? C'est incroyable. Hein. Là, on a un taux de renouvellement, c'est-à-dire parce que c'est un abonnement mensuel finalement. Je crois qu'il y a 2 joueurs qui ont arrêté pour des raisons financières d'ailleurs. Ils ont arrêté parce qu'ils n'avaient pas ils voulaient continuer, mais financièrement c'était trop compliqué pour eux. Et évidemment, on les invitait. C'était une erreur qui continue dans le contexte qu'ils avaient. C'était préférable qu'ils stabilisent leur situation plutôt que de se mettre en danger. Donc évidemment, on les a invités à justement arrêter. Après, sinon, ça marche très bien à partir du moment où les joueurs ont conscience, tu sais, on revient sur ce que je te disais tout à l'heure, ils ont conscience de l'importance et de la valeur de se former. À partir du moment que tu le sais, moi mes coachings, ça me coûte beaucoup plus cher, hein. Enfin, j'en ai déjà parlé, ça me coûte en moyenne 40 000 € par an pour me former sur les compétences que je veux développer. 40 000 €. Alors évidemment, j'ai les moyens de les payer. D'ailleurs, tu vois, cette année, je suis en déficit si je prends en compte mes frais de coaching et de formation. Tu vois. Ça me fait penser à ça. Donc ouais, c'est une question de choix. Si tu es prêt à investir, c'est pas le prix que tu vas regarder. C'est qu'est-ce que ça t'apporte. Bon, on a parlé de notre serre. On va conclure cette partie-là avec justement cette team live WSOP. Je veux pas que tu racontes comment ça s'est passé, puisque pour le coup, ils verront ça dans le documentaire. Ouais. On parlera pas non plus du résultat, on s'en moque de ce côté-là. Ce que je voudrais, c'est que tu fasses vite fait le bilan de cette team live. Est-ce que tu en es content ? Est-ce que tu es content d'avoir pu prouver que c'était possible ? Parce que tu es devenu du coup la seule team avec peut-être la team ATM à avoir des fonds privés et à venir en équipe. Juste ce côté-là. Alors, le bilan, non. Moi, je sais pas pourquoi tu veux pas qu'on parle des résultats. Moi, je trouve que c'est important aussi. Je veux pas que tu parles des bilan. résultats pour pas spoiler le docu. Ah, ok. D'accord. Ouais, après, tu peux aller sur Internet, tu vois les résultats. Oui, mais les Ok. gens qui regarderont, qui nous regardent en ce moment même, eux ne le savent peut-être pas, donc on va pas tout spoil. Je veux juste savoir si le bilan que tu en tires, toi, en tant que chef d'entreprise, d'avoir réussi ça, d'avoir réussi à le faire, ce qui n'était pas évident en plus une année de Covid. Moi, je sais que tu m'en avais un petit peu parlé comme ça en off quand on s'appelle, toi et moi. Je t'avais dit, mais c'est impossible, c'est une année de Covid, jamais tu vas réussir à monter ça. Tu m'avais dit bien sûr que si, et tu l'as fait. Ouais, c'est vrai qu'il y avait pas mal de gens qui étaient sceptiques. Le contexte n'était pas favorable, on va dire. Ah, ça, Mais sûr. ouais, ça s'est très bien passé. Alors, il faut que je réfléchisse à ce que je peux dire au niveau du spoil ou pas par rapport à la vidéo. Donc, ça va être un peu plus délicat pour moi d'en parler. Mais en gros, c'est une réussite. Ta sensation, quoi. Voilà, ta sensation. Ouais. Non, mais déjà, on a fait quelque chose qui n'existe pas. D'ailleurs, qui a été aussi fait par d'autres personnes, qui a été un échec. Donc ça, c'est intéressant parce que... Ah d'accord, il y a d'autres personnes qui l'ont fait avant vous ? Ça s'est planté complet ? Non, en même temps, là, pendant la même année, il y en a certains qui ont essayé de tourner autour, enfin plus ou moins il y a des différences, mais avec cette démarche de financer une équipe avec des joueurs en live, on n'est pas les seuls. Par contre, on est les seuls sur la manière de le faire. Okay. En fait, notre différenciation, elle est là, puisqu'on fonctionne vraiment en équipe.
On a un partage de nos gains respectifs tous les uns avec les autres. C'est du swapping, hein. Enfin, c'est très connu dans le milieu du poker. Et ça a une dimension humaine qui est super intéressante parce qu'on a tous envie de gagner. Enfin, ça nous motive encore plus à nous donner. Donc humainement, c'est incroyablement passionnant de vivre cette aventure. Il y avait une très bonne ambiance. La majorité des joueurs se sont découverts en vrai, enfin en physique, hein. Avant, on échangeait tout le temps online, donc la majorité, on s'est découvert en physique. Et ouais, ça, humainement, c'est incroyable comme aventure. Donc ça, c'est le plus gros point positif. L'expérience, évidemment, c'est inestimable, hein, d'acquérir de l'expérience. Ça nous permet de progresser et d'être encore plus fort en tant que joueur de poker. Et après, ouais, effectivement, c'est très prometteur, hein. Enfin, nous, on a déjà acté qu'on conservera ce système pour toutes les années à venir de notre serveur. Et puis c'est un petit peu finalement le Graal, si j'ai bien suivi, pour les joueurs qui sont au centre, puisque là cette année, ça devait être JR et Cortex. JR n'a pas pu venir pour des raisons personnelles, mais Cortex, lui, vous a suivi. Et chaque année, t'en prends d'autres, quoi. C'est ça, si j'ai bien compris. Tu prends les meilleurs, quoi. Chaque année de ton centre, plus d'autres joueurs. Ouais, donc en juin, tu vois, je peux déjà te donner une idée. Alors, JR risque d'avoir les mêmes problématiques personnelles, malheureusement, donc il y a peu de chances qu'ils viennent nous rejoindre à Vegas. Peut-être qu'il y a une solution. On est en train de chercher des solutions, justement, parce qu'évidemment, dans l'idéal, ce serait bien qu'ils viennent. Lui aussi, hein, aimerait bien, évidemment. Et après, ben voilà, hein, chacun a des problèmes, ça fait partie de la vie. Mais après, ouais, tu vois, par exemple, Léo, qui a rejoint notre sœur il y a un peu plus d'un an, là, son objectif, c'est de réussir à atteindre le niveau pour pouvoir rejoindre le Team Pro en juin. Et il est plutôt bien parti pour le faire. Après, c'est pas garanti. S'il continue comme ça, il y a moyen qu'il rejoigne le team en juin. Donc ça voudrait dire que tu vois, presque en un an et demi, on va dire, on va arrondir au niveau date, en un an et demi formé chez notre sœur, il démarre sa carrière professionnelle avec nous, il rejoint le team pro au bout d'un an et demi, il joue le circuit international. Donc si effectivement il valide ça, ça reste quand même... Sachant que tu leur offres quoi comme contrat? C'est quoi, 50 000 € qu'ils jouent? Alors, sur Vegas, je te parle, pas sur l'année. Ouais, sur Vegas, c'est 50 000. Ouais, c'est tronqué parce que effectivement le Covid, je sais pas si on a le droit de dire ce mot avec YouTube, mais effectivement, normalement, on fait le circuit EPT aussi. Enfin, on fait tout le circuit. Enfin, on fait un gros circuit de 2 mois et demi par an. Ça, c'est ce qui est planifié à la base. Ouais. Et donc là, on est plutôt sur 150 000 de budget par joueur. Mais vu que là, il y a tout qui est annulé, etc. Enfin, c'est très compliqué aujourd'hui. Live. Donc du coup, on se concentre aujourd'hui sur ce qu'on peut. D'ailleurs, j'espère que Vegas sera bon et maintenu en 2022. Et donc là, c'est Vegas et la moyenne, c'est 65. Enfin là, je peux te donner les chiffres par rapport à cette année, c'est 65 000 $ par joueur de buy-in. Ok. Ouais, donc c'est magnifique. Ok. Surtout qu'ils payent rien. Enfin, ils payent les frais, quoi. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui peut changer plus tard, mais c'est que effectivement, en fait, ils free roll, ils ont la possibilité de gagner 50% de tous les tours. Quoi. Donc c'est vrai que c'est super intéressant pour le joueur. On a donc parlé de notre serre. On va parler un peu maintenant de tout le reste, mon ami. Les sujets qui fâchent déjà pour commencer. Tu voulais pas une petite news en avant-première, si tu veux, je peux te filer une news. Tu me régales. Tu me régales. Rien que. Je peux. Vas-y, fais-moi rêver. Je peux même t'en filer 2. Allez, vas-y, je prends tout de suite. 2 gratuites. La première, c'est qu'on a ouvert une cash game il y a 2 mois. On a 6 joueurs qui sont. T'as ouvert au cash game? Ouais, on a ouvert en cash game. Après, on n'a pas communiqué parce que, comme d'hab, la communication. Déjà, on veut pérenniser le système avant de communiquer, de l'officialiser. Enfin, tous les joueurs de cash game qui le souhaitent peuvent nous contacter et nous rejoindre. Hein. Mais simplement, on le fait en 2 temps. On n'est pas pressé pour développer ça. Et on a des joueurs de NL25 jusqu'à NL400. On a un joueur de NL400 aujourd'hui. Donc, c'est même système que le MTT, mais en version cash game. Quoi. D'accord. Le but, c'est d'aller jouer les plus grosses tables online, mais aussi les plus grosses tables en live. On a cette même ambition ensuite. Des amener aussi au live, exactement. Vegas, etc. Okay. Ouais. Surtout qu'on n'est pas loin de Macao, on n'est pas loin de Singapour. Singapour aussi, tu connais, hein, c'est une ville qui est, c'est le centre, enfin c'est un peu la capitale de l'Asie, quoi, et c'est une plateforme qui est c'est une des 3 capitales du monde, même à mon avis. Ouais. Donc ça, c'est la première news. Ok. Et deuxième news, ça y est... Donc attends, juste, donc on est d'accord que ceux qui regardent cette vidéo, ils sont en cash game maintenant.
vous pouvez recevoir des joueurs en cash game. Ils peuvent venir déposer leur dossier, te contacter et venir chez Netzer pour le cash game. Exactement. Et c'est valable online et live aussi. Alors, c'est pareil. On en a, tu vois, c'est marrant. Hein. Comme quoi, le centre de formation commence à plaire parce que on accepte aussi le online, mais on en a 2 online et 4 live, quoi. Donc, ils préfèrent rejoindre le centre pour profiter justement de tous les avantages que ça leur apporte. Okay. Et ouais, deuxième news, c'est que notre simulateur d'entraînement poker, donc là c'est un logiciel c'est un logiciel informatique pour s'entraîner, va être opérationnel le mois prochain. Il est opérationnel en bêta et on va l'utiliser au sein du centre pour toutes les formations de nos joueurs dans 2 semaines, tu vois, fin janvier. Quand tu dis simulateur, tu veux dire quoi? Tu as créé une room de poker? Alors, ouais, simulateur d'entraînement, c'est quoi? Ça n'existe pas parce que l'approche de créer un simulateur et la compréhension de ce que c'est qu'un simulateur et de ce que ça apporte dans l'information, pour l'instant, c'est pas très bien connu dans le milieu du poker. Tu sais, aujourd'hui, au poker, ce que tu as c'est tu as plutôt des réponses, des solutions. Ouais. On t'offre des solutions. Et après, la GTO, tu rentres ta main et on t'explique. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce qui est le plus connu aujourd'hui, c'est des quiz où on représente physiquement une table de poker et tu dois dire si tu relances, si tu colles ou si tu folds. Okay. Voilà, c'est ce qui est le plus proche. Mais ça, c'est orienté concernant la théorie et t'as pas de possibilité d'interaction avec le joueur face à toi, puisque le joueur face à toi, c'est un robot, quoi. Enfin, il est bloqué, quoi. Ses décisions sont bloquées. Et là, le simulateur, l'idée, c'est de jouer entre êtres humains, donc c'est des vraies conditions réelles. Et du coup, l'idée, c'est de s'entraîner les uns avec les autres sur une table, mais en paramétrant ce qu'on veut sur la table. C'est-à-dire, si tu veux faire une table finale avec un stack spécifique pour le joueur, tu peux paramétrer pour qu'il ait tel stack. Tu peux aussi faire du duplicate, c'est ça l'intérêt du simulateur, c'est-à-dire que tu paramètres l'ensemble des mains distribuées au joueur pour qu'il ait à s'entraîner sur des situations spécifiques. Genre si tu veux qu'il s'entraîne à jouer des mains plus compliquées que paire d'as, tu vois, genre toutes les mains les plus difficiles que des spots compliqués, et ben tu intègres ça dans le simulateur de manière à ce qu'il ait à s'entraîner à jouer ces situations-là précises. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est de se rapprocher des conditions réelles qu'on va avoir en réel, mais en étant en entraînement hors du grind, hors des enjeux financiers qu'on peut avoir quand on joue une rétable finale. Ok, ça tu l'offres à tes joueurs, enfin à ceux qui viennent au centre, en online, c'est quoi? Ouais, bah en fait, l'idée du simulateur, c'est pour optimiser la performance de nos joueurs. Pour l'instant, ça n'a pas pour vocation à être public pour aujourd'hui. Après, peut-être qu'on l'ouvrira au public. Ça, c'est à voir, mais on l'a fait effectivement. On l'a développé pour créer un avantage majeur dans les méthodologies d'entraînement qu'on met à disposition à nos joueurs. Parce que quand on commence en fait à maîtriser l'apprentissage, à comprendre comment fonctionne la progression d'un joueur, eh ben, on va rapidement se rendre compte qu'un simulateur qui se rapproche, un système qui se rapproche le plus des conditions réelles est l'élément optimal à l'apprentissage. D'ailleurs, c'est pour ça que des simulateurs, tu les retrouves partout, tu vois, genre l'astronaute, le pilote de chasse, le pilote de F1, oui, ils ont tous des simulateurs. Ils ont tous quelque chose qui sera approche aux conditions réelles. D'ailleurs, tu vois, genre la F1, ils créent carrément le cockpit, la voiture, pour que ce soit le plus proche de la réalité et qu'ils puissent s'entraîner dans les conditions réelles, quoi. Bah là, c'est la même chose. Parce que si tu joues contre un joueur, c'est pas pareil que si tu joues contre un robot, et sachant que le robot, il est orienté pour jouer sur des réponses strictes et pas sur des réponses réelles. Et tu sais qu'un être humain, il a des émotions, des fois, il est irrationnel, ou des fois, il a sa propre logique. C'est pas parce que normalement, il est censé jouer une main de cette manière-là qu'il va la jouer de cette manière-là. D'ailleurs, tu vois, c'est pareil aux échecs. Les échecs, il y a un gros bug là-dessus. Les gens croient que les échecs, c'est très GTO, tu vois, justement. Alors, en fait, les plus grands joueurs d'échecs, ils s'entraînent avec d'autres joueurs. Ils s'entraînent pas contre des robots. Enfin, ils peuvent, ils ont des phases d'entraînement, mais la majorité de leurs entraînements et de leur apprentissage, il est fait avec d'autres humains. Ok. On attaque, après ces 2 belles news, la seconde partie, la face cachée de Romain Haussmann. Je vais appeler ça comme ça, je pense, sur la vidéo.
Alors, mon ami, on a parlé de toutes les choses positives, etc. Dans les messages négatifs, on entend souvent des gens dire que tu es un gourou. Genre hier à la présentation. Ça te fait plaisir, ça, d'ailleurs. Hein. Mais ça me fait rire parce que je me dis qu'il faut quand même être sacrément teubé pour sortir un truc comme ça, parce que ça se voit que les gens savent pas lire dans un dictionnaire ce qu'est un gourou. Il n'empêche que parfois, on en parlait d'ailleurs même dans l'interview que toi tu m'avais fait sur moi, de cette image qu'on peut avoir de toi, méprisante, qui prend les gens de haut, etc. Comment t'expliques que certaines personnes peuvent avoir cette image-là de toi? Moi j'ai mon avis, je te répondrai après si tu veux, mais comment toi t'expliques ça? Alors déjà, je ne considère pas que c'est des gens stupides. Je considère que c'est des gens Moi qui j'ai pas dit ne qu'ils étaient connaissent pas. stupides. Moi j'ai dit que c'était Ouais, teubé. teubé de mettre le mot gourou. Ouais, ok. Voilà, parce Ça que marche. gourou, ça a une signification trop violente, quoi. Voilà, faut savoir apporter un peu de nuance, quoi. Ouais, bah en fait, gourou, c'est le terme péjoratif. Le vrai terme, c'est mentor. Hein. Enfin, pour ma part, c'est ça. Donc après, ben, il y a des similitudes sur les deux, c'est que tu guides. Alors, la similitude, c'est ça, c'est tu guides un individu ou des individus. Et effectivement, le mentor, il a pour objet d'amener les personnes qu'il encadre à réussir leur projet. Et je pense que c'est pour ça, en fait, tout simplement. Vu qu'il y a cette similitude-là, ben, vu qu'en plus, c'est pareil, le mentoring, c'est très mal compris. On ne sait pas trop ce que c'est. Quelle est la différence entre mentor et coach? Déjà, il y a déjà des grosses problématiques Ah liées oui. à ça, sur la compréhension de ce que c'est. C'est très vrai ce que tu dis là. Moi je le vois dans mes business quand je conseille. Différence entre du coaching, du mentorat, etc. Les gens ont beaucoup de mal à faire la différence. Oui. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça crée cet amalgame, quoi, qui est évidemment erroné. Après, peut-être aussi le fait que j'ai créé un centre de formation, donc physiquement, il y a une communauté. Bon, c'est parce qu'il y a aussi ça, il y a le côté communautaire, équipe. Ben ouais, c'est le principe de fonctionnement qu'on a. On estime que l'équipe est plus forte que l'individualité. D'ailleurs, tu vois, je peux te partager quelque chose. Ce que je connais aujourd'hui, bon, il n'y en a pas beaucoup des structures avec des centres de formation et une approche d'esprit d'équipe. Mais par contre, c'est assez le peu que je connaisse, peu qui existe, c'est assez commun en fait d'associer le terme gourou. Et c'est aussi parce que c'est innovant, Ah, tu veux dire différenciant. dans les autres pays, par exemple, Ouais. les autres pays qui ont fait ça, ils ont les mêmes critiques, ils ont les mêmes styles de mots associés? Dans les domaines sportifs, ouais. Bah, genre, on en a déjà parlé, mais enfin, je te donne un exemple parmi tant d'autres. Mais l'exemple de la natation avec Ah le oui, bassin bah, marseillais, oui, ils ont été. ou même Lucas quand il faisait leur Manodou d'ailleurs, on disait que c'était un gourou aussi, c'est pareil. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, oui, c'est Donc, vrai. donc, du coup, au final, bah, c'est assez commun de faire cette erreur d'analyse. Et après aussi, je pense que, comme je le disais juste avant, là, c'est à partir du moment où tu fais quelque chose de nouveau, de différent, bah, tu comprends pas, vu que tu n'as pas de point de repère. Et donc, du coup, bah, tu manques de connaissances, tu manques de compréhension. Et du coup, tu fais facilement des raccourcis de ce type-là. Est-ce que c'est parfois tes prises de position un peu atypiques, tu penses, qui t'ont aussi amené certains à avoir une image faussée? Je sais pas, après, je dis ce que je pense. C'est vrai que c'est pas. Enfin, quand je C'est pas regarde les naturel médias en dans ce général. milieu-là. Ouais, non, si je fais la comparaison avec les médias en général, quel que soit le domaine, on a tendance à lisser notre discours. Ça peut créer facilement des dramas, surtout principalement des mauvaises interprétations. C'est très facile de faire une erreur de communication, de vouloir expliquer quelque chose et de mal expliquer, et du coup, c'est mal interprété. Après, c'est aussi c'est super compliqué de bien communiquer. Moi, enfin, même là, tu vois, quand je parle avec toi, Loïc, sur ma manière de vouloir exprimer mes idées, j'aimerais bien les exprimer plus efficacement, plus clairement, tu vois. Je suis pas fan Ouais, mais est-ce que des de. fois, est-ce qu'il y a quand même pas, oui, alors je comprends ce que tu veux dire, mais est-ce que c'est pas aussi qu'on est dans un moment où des hommes, je sais pas quoi, j'ai envie de dire, où les gens ils ont plus de nuances et ils font pas l'effort d'aller essayer de comprendre l'autre.
Moi, j'ai quand même cette impression-là, généralement, quoi. Les gens te disent... Les gens, ils se font des fausses idées parce qu'ils... nombre de fois, tu vois, par exemple, où le mec va critiquer, tu vois... je vais te prendre un exemple tout simple. Quand la vidéo audio virale là, est sortie là, sur son année, le nombre de fois où j'ai vu une phrase en mode ouais, ouais, t'as mis le gain, c'est facile. De toute façon, c'est quoi ses véritables chiffres? Tu vois? Ou alors, ouais, de toute façon, il dira jamais ses véritables chiffres. Ou de toute façon, c'est un mythomane sur ses chiffres. Il suffisait juste de regarder la vidéo, il disait tout dedans. Nombre de fois, j'ai mis dessous, mais regarde juste la vidéo. J'ai l'impression que les gens, ils ont du mal parce qu'ils ont trop de... Ils ont des œillères, parce qu'ils ont des ressentis, parce qu'ils savent pas faire de nuances. Ils vont pas chercher l'info. Alors, j'ai un point de vue différent, j'ai un point de vue de coach. Parce que tu sais que coacher des joueurs, c'est surtout comprendre le comportement humain. Ça, c'est très important. Comprendre comment fonctionne l'individu, quoi. Et ça, c'est mon analyse personnelle. Le fait de critiquer, surtout de critiquer des personnes qui réussissent, c'est une manière de se rassurer. Parce que Ouais, justement, si tu trouves des défauts, à quelqu'un, bah, finalement, tu te rapproches plus de cette personne en disant ouais, bah, moi, j'ai pas réussi, mais lui non plus, ou moi, j'ai pas réussi, mais au moins, je scamme pas ou je fais pas de l'arnaque comme un tel. Donc, mon honneur est sauf, quoi. Donc, il y a ce côté là, finalement, de vouloir se rassurer, de vouloir se sentir bien, cette volonté de chercher le bien-être et le bonheur, quoi. Et ça amène ce genre de choses. Et je pense que les gens ont du plaisir aussi à faire ça, justement, surtout quand ils sont dans un mal-être. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Mais après, tu vois, contrairement à toi, je pense qu'ils sont quand même assez minoritaires. C'est juste qu'ils font plus de bruit, donc Ah, on a l'impression qu'ils sont nombreux. mais je t'ai pas dit qu'ils étaient pas minoritaires. Hein. Moi, je pense que 5% de la population aujourd'hui, que ce soit dans le poker ou ailleurs, fait plus de bruit que les 80... Enfin, fait 100% du bruit, quoi. Que c'est que qu'on retient alors que c'est peanuts, ça. Mm. Voilà, donc c'est une façon pour eux de vivre. Donc moi je le comprends. Après, ça me dérange pas, tu vois, les critiques. Moi, d'ailleurs, souvent, tu vois, les critiques de ces personnes-là qui sont très souvent haineuses. Enfin là, on parle des personnes qui ont carrément de la haine où ça va très loin. Moi, ça me dérange pas parce que ça m'intéresse quand même de comprendre pourquoi ils se retrouvent à penser ça. Et très souvent, c'est toujours orienté avec un fond de vérité. Je dis pas que, c'est exagéré, mais le fond en lui-même, le point d'origine, souvent, il y a quelque chose qui a du sens. Là, je te donne un exemple. Bon, évidemment, quand ça part sur des insultes sur le physique ou des trucs comme ça, là, c'est sûr qu'on est perdu. Mais je te donne un exemple sur ma communication, tu vois. Il y en a pas mal qui font des remarques sur le fait que je dis n'importe quoi, etc. Alors, sur le fond, je sais que effectivement mes arguments sont assez forts. Par contre, sur la forme, je sais que j'ai des problèmes. Je vais pas forcément l'exprimer d'une manière assez claire pour qu'ils puissent comprendre ce que je cherche à passer comme message. L'exemple concret, j'ai fait une vidéo il y a une semaine sur devenir pro, c'est facile. Je pense que si tu poses la question à l'ensemble des personnes qui ont regardé la vidéo, il y aura des choses qui n'auront pas été comprises. La raison pour lesquelles elles n'ont pas été comprises, c'est que j'ai manqué d'efficacité sur la manière de m'exprimer. Est-ce que tu manques d'efficacité ou est-ce que ton discours il est tellement atypique sur ça que les gens sont pas forcément prêts à recevoir le message? Ben ouais, mais ça revient à la même chose. C'est à moi de m'adapter. Si eux, ils n'ont pas la capacité à comprendre et ils n'ont pas les connaissances nécessaires, à moi d'orienter mon sujet, de l'expliquer d'une autre manière pour qu'ils puissent avoir la possibilité de comprendre. Autre. T'es pas d'accord, hein? Ah, C'est ça? non, si, je suis plutôt d'accord avec toi. Après, je pense que quand on a des, je suis tout à fait d'accord avec toi à ce que tu as dit avant. Je pense que les gens se rassurent. Enfin, les haineux sont souvent se rassurent grâce à ça, même si c'est triste. Je pense que quand on a des discours novateurs ou atypiques, souvent, effectivement, c'est dur de faire adhérer les gens, même si tu l'expliques bien.
Tiens, ça me fait penser à une chose. Je fais des fautes d'orthographe. Bon, j'ai un CAP pâtissier, donc mon niveau forcément n'aide pas. Moi, je pense que j'en fais encore trop, mais je trouve que ça va encore par rapport et surtout que quand tu apprends une nouvelle langue, ça c'est très très difficile. Tu vois, genre les accents en anglais, il y en a pas, ça c'est génial. Donc du coup, ça m'handicape encore plus. Et simplement, du coup, je me retrouve à avoir des remarques sur mon orthographe. Et on pourrait se dire, ouais, bah, le mec, il pense qu'à ça ou il a retenu que ça de moi. Tu vois, c'est très facile de se retrouver à s'énerver ou à vouloir voir le négatif dans ce genre d'argument ou de commentaires. Moi, je trouve ça intéressant parce que ça veut dire qu'il a envie de me partager quelque chose qu'il a vu que je pouvais modifier, améliorer. Et puis, c'est aussi une façon pour eux de participer. Donc, moi, tu vois, je le vois mais là, positivement. j'ai un peu l'impression que c'est l'exemple, tu vois, le sage montre la lune et l'idiot regarde le doigt, quoi. Tu vois, si ton message il est ultra pertinent et que le seul truc que le gars arrive à te retrouver derrière, c'est putain, t'as oublié un accent circonflexe. Alors, je suis d'accord avec toi sur ça. Moi, j'ai aussi l'autre point de vue qui est, j'ai de l'estime pour ce que Romain y fait. J'ai aussi envie de contribuer à ma manière. Là, je suis meilleur que lui sur l'orthographe. Du coup, c'est cool. Tu vois, j'ai Ouais, mais quelque chose de généralement, mieux. ce genre de gars, si ça arrive avec cette bienveillance-là, il va pas aller le commenter comme, il va pas aller commenter en disant, ouah, t'es nul, t'as fait des fautes. Il va t'envoyer un petit MP, il va te faire, Romain, fais gaffe, là, t'as fait une erreur d'orthographe. Tu vois, il y a la manière dont il va te le présenter. Moi, les meilleures critiques que j'ai eues sur mes vidéos, mes docus, ce que tu veux, les meilleures critiques constructives, je les ai eues en MP. Le mec, il arrive, il te fait une bonne ou une mauvaise remarque, peu importe. Mais la démarche, tu vois, est très souvent bonne, quoi. Quand c'est quand c'est très élogieux ou très vénère en direct, bon, bah, c'est juste ou parce que le mec, il a vraiment beaucoup aimé ou il veut te faire plaisir, parce que le mec, il veut juste te démolir, tu vois. C'est souvent dans le privé qu'on va avoir justement la nuance, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. J'ai tendance à voir le positif et à avoir de l'espoir sur la bienveillance des gens. C'est beau. C'est beau. Alors, de l'espoir sur la bienveillance des gens, mais alors, parmi les dernières vidéos, parmi les dernières péripéties qui t'est arrivées, un petit tacle à notre coach mental, Valentin Huvelin, qui a strike une de tes vidéos où tu revenais dessus, tu revenais sur lui, tu revenais sur ce qu'il avait dit. C'était quoi l'émission ? Je crois que c'était les erreurs. Je sais plus exactement. C'était des analyses sur les erreurs. En gros, c'est ça. Je prenais un contenu et je donnais mon point de vue sur les types d'erreurs qui étaient et dans ce évoqués contenu, dans c'était le contenu. Valentin Huvelin qui parlait, c'est ça ? Ouais, exactement. C'était ça. Il parlait sur justement un sujet mental. Ouais. Bon, où tu l'as ouvertement critiqué. Derrière, il t'a strike la vidéo. En plus, il t'a mis un petit message personnel bien saignant, comme dirait l'autre. Derrière, il y a quand même, j'ai l'impression, une petite guéguerre là entre les coachs mentaux là, déjà parce que vous êtes de plus en plus nombreux et parce que vous êtes vraiment pas tous d'accord. Tu le sens comment toi, ce truc là, cet exemple avec Valentin? Ouais, c'est un peu la jungle, c'est ça qui me vient en tête. Bon, après, c'est anecdotique, je crois qu'il arrête le poker d'ailleurs, parce que ça marche pas ce qu'il fait. Moi, ce que je retiens, enfin, ce que je trouve intéressant de parler de cette histoire, au final, c'est justement sur la manière d'analyser, la manière d'évaluer les compétences d'un individu, les compétences d'un professionnel. Parce que pour le coup, Valentin, il évoquait régulièrement que ça l'énervait, que lui, c'était le seul coach mental qui intervenait dans le poker et qui était diplômé, et que du coup, c'était une légitimité qu'il avait et qu'il était le seul à avoir, et que c'était du coup lui qui avait le plus de compétences. Ben, là, on s'aperçoit que le diplôme est finalement peut-être un point de repère erroné. Et ça, c'est quelque chose que j'ai personnellement en tête, enfin, qui est une de mes valeurs sur le fait qu'on a tendance à donner beaucoup de valeur à un diplôme, en général, quel qu'il soit, hein, c'est pas propre au mental, mais propre à tout, et que la métrique, l'unité de mesure qu'on devrait prendre en considération pour évaluer quelqu'un serait plus
son expertise, ses compétences, voir avec qui il travaille, qui me semble beaucoup plus parlant. Quand tu vois que tu as un coach qui forme les meilleurs au monde, bah, comment ça se fait que les meilleurs au monde, ils font appel à lui? Il y a bien une raison. Alors, des fois, ça peut arriver, hein, il y a des exceptions, hein, mais en tête, j'en ai quand même pas beaucoup, hein, des exceptions. J'en ai même pas du tout, tu vois. Je suis en train de réfléchir en même temps, j'en trouve pas. Donc, ouais, ça, je trouve que c'est ça le problème, c'est que on n'a pas aujourd'hui la compréhension sur comment évaluer, pertinence ou non, des compétences d'un professionnel. Et c'est pas valable que pour le coach mental, hein, c'est valable aussi pour le coach technique. Le coach technique, les gens vont regarder son niveau de compétence, les types de tournois qu'il va jouer, la limite qu'il va jouer, mais ils vont pas regarder justement son expertise en tant que coach. Donc là, c'est pareil, il y a un problème de compréhension de qu'est-ce que c'est qu'un coach, comment définir un bon coach, un coach performant. Et tant qu'on n'aura pas appris ça à la communauté, ben, on aura toujours ce type de problème. Mais est-ce que c'est vraiment mesurable, ça, Romain? Parce que ton analyse, elle est parfaite. Enfin, parfaite. Dans le sens, moi, je suis du même avis que toi. Pour ce coup-là, les diplômes, ça vaut rien par rapport aux compétences. C'est ce que disait... Il y a un économiste que j'aime bien qui s'appelle Charles Gave qui disait que quand il était à Harvard, on leur expliquait qu'ils allaient tous être des moutons très dociles parce que s'ils étaient des gens compétents, ils seraient déjà partis monter leur entreprise. Je suis du même point de vue. En tout cas, ou alors ça me rassure parce que moi je suis parti monter mes entreprises après avoir eu mon bac ES. Donc, mais est-ce que tu penses vraiment que c'est mesurable à un moment donné? Est-ce que ça, les compétences, parce que il y a pas une question, mais une réponse que je vois assez souvent, qui est pas dénuée de sens, où les joueurs disent oui, mais c'est facile, si le joueur réussit, c'est grâce au coach. Si le joueur échoue, c'est sa faute personnelle. Alors ça, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. En fait, je vais changer ta phrase. Je vais te donner la phrase que j'ai, moi, sur le coach. C'est dans le sens où, pour ma part, un athlète qui réussit ou qui échoue, dans tous les cas, le coach est responsable. Donc, si l'élève échoue, c'est avant tout le coach. Toi, tu dis c'est forcément le coach. Ouais, dans les deux cas. Et d'ailleurs, hein, bah, comme je te l'ai dit, j'ai coaché un élève qui est en échec. Je lui ai toujours dit, et je lui dis toujours, c'est mon échec avant tout. Parce que j'ai pas réussi à trouver comment faire pour pouvoir l'amener à atteindre ses objectifs. Donc ouais, moi je suis pour responsabiliser le coach à 100%. Parce que tu as d'autres coachs qui vont dire l'inverse, qui vont te dire c'est sa réussite, c'est pas la mienne, c'est son échec, c'est pas le mien, quoi. Ouais, mais ça c'est parce que c'est comme d'hab, c'est du politiquement correct, tu vois. Il y a des choses que tu dis pas ou qui sont mal interprétées par les gens. Tu vois, il y a un problème d'assumer, responsabiliser. La société, en général, n'assume pas ses échecs. Les gens, ils n'assument pas leurs échecs. Et c'est pareil, on a du mal à dire, quand on réussit, on a du mal à exprimer ses accomplissements, parce que ça fait vantard, ça fait quelqu'un qui se la pète, qui surestime, ça fait égo. Donc, du coup, c'est très souvent mal interprété. Donc, du coup, par rapport à ça, le coach, il va plutôt être humble et il va dire non, c'est grâce à toi avant tout. Alors que dans la réalité des faits, le coach a joué un rôle fondamental à la réussite. Et j'ai des tonnes d'exemples. Alors, pas que moi personnellement, hein, parce que comme je te l'ai dit, le monde du coaching en général, dans l'entrepreneuriat, ça m'intéresse beaucoup. J'ai beaucoup de contacts dans le coaching, quel qu'il soit. Et c'est unanime là-dessus, sur l'importance et l'impact que les coachs vont avoir dans la performance des personnes qu'ils encadrent. Dans cette forêt là, comme tu disais là, dans ce foutoir un peu là de coach là, il y en pousse un chaque semaine là. Est-ce que c'est pas c'est rigolo parce que moi, avant de te connaître, le coach mental, à part celui de Winamax là, très connu, j'ai oublié le nom. Stéphane Matteux, mais il est non, manager. Pas, hein. Je pensais pas à Matteux. Pierre Gauthier. Pierre Gauthier, exactement. Je pensais à Pierre Gauthier. Ouais. Je connaissais Pierre Gauthier et c'est tout. Je veux dire, avant qu'on se connaisse, toi et moi. J'ai l'impression qu'en 2 ans et demi, il y a plus eu de coach mentaux que de Covid, quoi.
Ouais, bah ça devient la mode. Alors pourquoi ça devient la mode? Parce que le mental commence à être mieux compris sur l'importance que ça a sur la performance en général et sur le bien-être aussi. Il n'y a pas que la performance, le bien-être, l'épanouissement. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et que du coup, il y a plein de gens qui ont envie aussi d'en faire leur carrière, voire même de devenir coach. C'est quand même sympa. Alors, le problème que très souvent on va évoquer, c'est que c'est pas réglementé, il n'y a pas de, il y a pas de structure, on peut pas savoir si la personne elle est compétente ou non pour faire du coaching mental, etc. Mais après, c'est parce que c'est encore trop tôt. Et puis, c'est très compliqué. Tu t'en as parlé tout à l'heure, juste avant, j'ai pas vraiment répondu d'ailleurs. C'est très compliqué sur la manière de pouvoir quantifier l'impact qu'un coach va avoir sur un individu. Et ça, les gens, ils aiment beaucoup savoir, quoi. Ils ont envie d'avoir des points de repère, de se dire, OK, je paye, mais comment je fais pour savoir si c'est pertinent? Moi, je pense que c'est des mauvaises questions. Le plus important, c'est est-ce que la personne a progressé et est-ce que ça lui a apporté quelque chose? Alors après, ça peut être mineur, mais même si c'est mineur, c'est toujours positif. On n'est pas obligé d'avoir forcément des surtout, très grands... surtout que dans la haute performance, les changements mineurs peuvent être des réussites majeures. Ah, ça peut être des conséquences fondamentales. Pas forcément d'ailleurs instantanées, ça peut être différé. On peut avoir quelques années plus tard, tiens, le mec, il a compris quelque chose et le retour d'investissement, enfin le résultat va se ressentir plus tard. Donc ouais, et puis c'est super complexe de toute façon, le mental, c'est multifactoriel. Un résultat ou une attitude ou un déblocage chez quelqu'un, il n'y a pas un seul élément qui est résultant à ça, quoi. C'est un ensemble. Et dans cet ensemble, il ne faut rien négliger. Il faut se donner un maximum d'opportunités. En tout cas, c'est ce que je pense, pour pouvoir réussir tout ce qu'on a envie de faire, que ce soit professionnel et personnel d'ailleurs. Je te disais que je ne connaissais pas d'autres coachs. Je dis une bêtise parce que si, je savais que Peanuts faisait du... Mais ouais, mais il n'est pas coach. Non, mais était dans le mental. Était dans le mental, je veux dire. Ben ouais, mais tu vois, c'est pareil. Tiens, tu parlais d'amalgame. Il y a beaucoup de gens. Attends, tu me dis qu'il n'est pas coach, ouais. Mais dans sa masterclass, il fait bien du coaching. Enfin, je sais pas, parce que je l'ai pas eu... Mais là, c'est encore une fois, on touche à un sujet sensible, tu vois. La masterclass, est-ce que c'est du coaching? C'est pas du coaching. Le coaching, ça doit être déjà interactif et c'est humain. Donc, on mélange tout. C'est aussi pour ça. Et moi, j'en veux pas du tout aux communautés. Et c'est global. Là, c'est un problème aussi que les intervenants, les acteurs de ça, sont pas clairs. Mais ils sont pas clairs aussi parce que eux-mêmes ne maîtrisent pas l'ensemble des fondamentaux. Et c'est super compliqué. Moi-même, je m'inclus dedans parce que je fais partie de l'univers du coaching. Donc, je suis aussi acteur et à moi aussi de contribuer à faire comprendre au maximum de gens et à la population ce que c'est que le coaching. Si déjà on ne sait pas ce que c'est la différence entre le coaching et le mentoring, tu vois, si on ne sait pas ce que c'est qu'une masterclass et qu'on la confond avec du coaching, alors que finalement c'est un contenu de vidéo, c'est pas c'est de la théorie, c'est de l'acquisition de connaissances. C'est pas de la mise en pratique de compétences spécifiques. Mais c'est quoi déjà, tu vois, quand on mélange tout... Non, mais alors, je comprends ce que tu dis, mais dans ce cas-là, c'est quoi le regard que toi tu portes sur les masterclass qui sortent alors? Bah, moi j'ai déjà dit, enfin tu le connais, hein, Loïc, j'en ai déjà parlé plein de fois. C'est un système qui marche pas, mais de toute façon, on le sait que ça marche pas. Et c'est pas les masterclass au poker, c'est les masterclass en général. Tu prends une masterclass pour coder, c'est le même problème. Le système en soi, le concept de masterclass ne marche pas. C'est que moi, je connais des gens qui sont devenus des très bons ingé-son en prenant des masterclass sans aller. Ils ont pas fait un BTS ingénieur son, ils ont. Ouais. Tu vois, ça peut mais parce que. Quand même. Eh ben oui, mais alors comment on fait pour déterminer que ça marche? Est-ce que prendre 100 personnes et il y en a 2 qui vont devenir très forts avec la masterclass? Tout à l'heure, oui. Ouais, c'est pas parce que tu as 2 mecs sur 100 qui sont devenus des brutes grâce à la masterclass que le système y marche. Un système qui marche, c'est quand tu as un taux de conversion de personnes qui prennent la masterclass qui acquièrent concrètement des compétences et des connaissances. Si tu as 2% de personnes, ça marche pas. Donc ça veut dire qu'on fait pas de masterclass?
Bah ouais, il faut trouver un autre système, exactement. Ok. Open Classroom, je sais plus si tu connaissais mon avis là-dessus. Open Classroom, qui fait que des masterclass, d'ailleurs qui fait des diplômes même, hein, qui propose des masterclass diplômantes de plein d'activités différentes. Ah non, ça on en avait pas parlé de ça, je connaissais pas. Ouais. Bah, Open Classroom, c'est que des masterclass. Et tu peux suivre un programme alors, de maths, de, c'est pas, de n'importe quoi, Ouais. et avoir ton diplôme officialisé, légalisé, approuvé par l'État. Tu vois. Donc ça marche très bien. D'ailleurs, ils ont fait une levée de fonds de folie récemment. C'est une start-up française. Les fondateurs, d'ailleurs, enfin, moi, je les trouve vraiment très, très bons. Et c'est génial qu'ils cherchent à justement proposer un nouveau système d'apprentissage. Par contre, moi, je suis fortement convaincu que dans plusieurs années, dans une dizaine d'années, enfin je ne sais pas quand, hein, j'ai pas d'idée sur la temporalité, mais ça marche pas ce système. Parce que c'est orienté sur des masterclass et que le taux de personnes qui ont la capacité d'utiliser efficacement ce format-là est beaucoup trop faible. En fait, ça ne prend pas en considération le fonctionnement de l'être humain. Pour pouvoir acquérir la valeur d'une masterclass, il faut être compétent sur la capacité d'apprendre à apprendre. Voilà, c'est le human learning. Je ne sais pas si tu as déjà entendu, c'est l'inverse du machine learning, tu vois. Et pour le coup, il y en a très peu dans notre société qui ont cette compétence-là. Parce que c'est comme n'importe quelle compétence, il faut la travailler, il faut l'étudier. Comment tu fais pour faire une synthèse efficace? Comment tu fais pour faire tes répétitions, tes rappels, pour pouvoir savoir, pour pouvoir mémoriser un contenu? Comment tu fais pour mettre en pratique ce contenu? Donc là, on parle de méthodologie, ce qui n'est pas implémenté dans les masterclass. Donc soit le mec, il sait faire, soit le mec, il ne sait pas faire, et donc il prendra n'importe quelle masterclass et ça ne marchera pas. Et tu vois, moi aujourd'hui, Loïc, tu vois, c'est marrant, j'y ai pensé déjà. Je pense pas que j'aurai le temps de le faire, mais je me suis déjà dit, tiens, ça pourrait être sympa. On met en place un petit concours ouvert à tous et on choisit une matière, enfin une compétence, une activité que ces 100 personnes, enfin que cette population ne maîtrise pas, n'a jamais fait. Tu vois, genre par exemple apprendre le chinois. Et en un an, c'est celui qui a eu le plus haut niveau de compétence sur cette langue qui remporte le défi, tu vois. Et donc là, c'est la capacité d'apprendre, la stratégie de mise en place de l'ensemble des actions pour maîtriser une nouvelle compétence. Et ça, tu vois, si tu fais faire ça à 100 personnes aléatoirement, les résultats seront fortement médiocres parce qu'il y a très peu de gens qui savent apprendre. Et quel regard tu portes sur les, entre guillemets, je vais pas dire tes concurrents, mais tes confrères? Je sais que tu as reçu PMS, je sais que t'envoies, il y en a d'autres. Quel regard tu portes sur ceux qui aujourd'hui disent être coach mentaux? Je trouve ça génial qu'ils existent parce que ça continue à proposer, à créer des opportunités, à nourrir le maximum de personnes à se remettre en question et à progresser. Donc ça, c'est top. Après, on n'est pas d'accord justement sur la manière de le faire. Donc ça revient à la discussion qu'on vient d'avoir sur les masterclass. C'est beaucoup trop semi-automatisé et impersonnel. Et parce que aussi, financier, tu vois, il y a un enjeu qui est quand même présent et que ça coûte extrêmement cher si tu veux faire un système sur de l'humain. Tu vois, notre sœur, on est les seuls à avoir fait un live, une structure physique. Ça coûte une tonne, j'en ai déjà parlé. Ça nous coûte 400 000 euros par an à mettre en place. Forcément, tu as le choix entre dépenser 400 000 euros pour mettre en place un système humain et physique, ou automatiser quelque chose sur Internet, type masterclass. Tu construis ton produit, ton contenu, et après, c'est tranquille, tout est automatisé, ça se vend tout seul. Tu m'étonnes, la majorité des gens, ils vont choisir la facilité. Ce qui est normal. Qu'est-ce que j'aime discuter avec toi. Allez, dernière question, parce que ça fait déjà 1h15 qu'on est ensemble et qu'à un moment donné, moi, je ne fais pas les podcasts de Roman Haussmann qui durent 3h30. Déjà, c'est énorme pour toi, plus d'1 heure. Hein. C'est ce que disait ma femme.
Là. Je vais même pas couper cette vanne au montage. Je vais la garder, car on sait qu'on s'aime, toi et moi. L'avenir de notre serre, là, c'est quoi? Parce que tu vas pas non plus... Là, t'es en capacité... Bon, ça, tu me l'as dit personnellement, mais je pense qu'on peut le dire, sinon au pire, je couperai, mais t'es quasi plein, là. Il te reste très peu de place, là, sur ton centre. Ouais, on commence à s'approcher de la limite max au niveau du centre. Surtout que maintenant, vu qu'on a des joueurs de cash game, ben forcément, ça va beaucoup plus vite. Je suppose que maintenant qu'il y a les vaccins, il y en a d'autres qui vont arriver, qui devaient arriver avant, qui vont arriver, là. Ouais, bah là, il y a de fortes chances que cette année, on remplisse le centre. Ouais. Que cette année, on soit plein. Ouais. Donc, ok, donc si du coup, t'es complet, c'est quoi après les extensions que peuvent avoir notre serre? C'est quoi les... Je te demande pas de m'en parler concrètement, mais est-ce qu'il y a des projets sur la table? Est-ce qu'il y a des idées? Je sais qu'il y a des sponsors. Alors, pour le coup, je parle des sponsors, je sais qu'il y a des sponsors aussi qui vous reniflent. Je vais dire ça comme ça, pour être gentil. C'est quoi les prochains mois, là? Est-ce que tu peux nous dire un peu là-dessus? Ben, c'est pas encore enfin, en fait, on a un plan. Après, on a une question de choix. C'est un peu compliqué d'en parler pour plusieurs raisons. Mais ouais, si je peux, est-ce que je réfléchis, est-ce que je peux en parler? En fait, si tu veux. Vous donnez des pistes au moins. Ouais, on peut toujours, déjà, dans un premier temps, on peut toujours prendre un autre bâtiment à côté de l'hôtel et étendre le volume de personnes au sein de notre serre. Après, il y a des problématiques humaines. Tu sais, je viens de le dire tout à l'heure, c'est super chronophage de former des joueurs si on veut les former efficacement. Si on veut les former à l'arrache, c'est sûr, c'est facile. Mais à partir du moment où on a plus de 30 joueurs, ça veut dire qu'il faut qu'on double notre volume de staff, tu vois. Ouais. Donc il y a un enjeu là-dessus. Financièrement, ce serait pas rentable, tu vois, de le faire. Alors après, notre ambition et nos objectifs sont pas priorisés sur la rentabilité, c'est priorisé sur autre chose. Donc peut-être qu'on le fera parce qu'il y a trop de monde. Pour l'instant, ça se pose pas comme question, vu que on n'a pas encore rempli le centre. Si on est amené à ça, on pourrait éventuellement réfléchir à créer un deuxième centre, mais peut-être plutôt en Amérique du Sud, tu vois. Ce serait plutôt pour pouvoir avoir une diversité sur le lieu géographique et aussi optimiser les horaires de vie, parce que c'est quand même mieux en horaire de vie l'Amérique du Sud que l'Asie, même si l'Asie est mieux que l'Europe. Et ensuite, après, on a surtout là des réflexions, puisqu'on a des propositions sur la possibilité de répliquer le modèle de formation de notre sœur dans d'autres activités que le poker. Et donc, c'est plutôt sur ça que ça va jouer. Est-ce que on va faire un autre serveur football, par exemple, ou pas, quoi. Donc, ça va jouer là-dessus. Il y a un cas où un sponsor peut s'offrir notre serre aujourd'hui ou c'est trop cher? Sincèrement. Parce que de toi à moi, on va pas citer les noms, mais on sait qu'il y a des rooms de poker qui sont venus vous voir. On sait qu'il y a des marques extérieures qui sont venues vous voir. Parce qu'à un moment donné, ça devient trop cher parce que trop gros, notre serre. J'en ai déjà parlé. Nous, on avait été en négociation. On avait refusé leur proposition parce que justement, on estimait que c'était pas assez cher, on s'était pas mis d'accord sur le montant. Donc trop cher, je sais pas, c'est subjectif, c'est une question de cadre de référence. Nous, ce qu'on est prêt à faire pour une structure, pour un partenariat, aujourd'hui, c'est pas aligné avec ce qu'on nous propose. Parce qu'on estime que c'est plus important et plus élevé. Peut-être qu'un jour, il y aura une structure qui s'alignera avec notre position, mais peut-être pas. Donc, aujourd'hui, en tout cas, les rooms nous sous-estiment, enfin, en tout cas, évaluent la pertinence d'être associés à nous avec un montant financier qui est inférieur à ce qu'on souhaite. Donc pour le moment, on n'a aucun partenaire officiel avec une structure de poker. Par contre, tu vois, on est en discussion depuis déjà en discussion et en création de projets avec des marques autres que dans le domaine du poker. Donc ça, c'est rigolo parce que ça n'existe pas. Ah non, ça c'est rarissime dans le monde du poker. Ouais, exactement. Donc, du coup, on s'oriente vers des marques externes au poker plus qu'internes, quoi.
Mais après, peut-être qu'une nouvelle room de poker viendra en France et que eux verront la pertinence justement d'une collaboration. Et là, pour le coup, on pourra partir sur quelque chose de gros et de sérieux et de conquête du monde. Pourquoi pas? On vous laisse réfléchir sur cette phrase de qui il parle. Mon Romain, merci mon ami infiniment d'avoir accepté l'invitation. Toujours un grand plaisir de discuter avec toi. Toutes les infos de Netser. Oui, dis-moi, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, j'allais dire merci pour encore une fois de plus. T'aimes bien me mettre des questions pour me mettre dans des situations où les gens vont me sauter dessus à la gorge en disant qu'est-ce qu'il a dit Romain encore incroyable. Tu m'as posé les mêmes il y a 3 jours, enfoiré. Ouais, c'était beaucoup plus soft. Hein. Le coup du crédit, tu vois, c'est pareil, la question du crédit, je sais qu'elle est très compliquée à être comprise. D'ailleurs, tu vois, je termine sur ça. Je trouve pas que c'est des questions dures que je t'ai posées, c'est des questions... Non, mais en plus, là, parenthèse, si on parle un peu, toi et moi, vite fait. Moi, en tant qu'entrepreneur, tu me dis, faut investir, faut faire un crédit, moi, je trouve... Enfin, il n'y a rien qui me choque. Mais parce que tu es entrepreneur. Voilà. La majorité des gens n'a pas cet état d'esprit d'entrepreneur, n'a pas ces connaissances. Et donc, pour eux, ils ont des points de repère qui est il faut pas prendre de risques, tu vois. Genre, par exemple, tu parlais de Chichi. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, il a un état d'esprit opposé à l'entrepreneur. La prise de risque, c'est vital. La capacité à s'engager pour pouvoir entreprendre, c'est fondamental. Alors après, si tu le fais pas, tu peux quand même entreprendre des choses. Mais par contre, tu seras capé et limité. Tu vas pas développer ta société, tu vas pas développer ton projet. À partir du moment où tu as envie d'entreprendre et que tu es ambitieux, si tu veux aller loin, il faut que tu sois prêt à prendre des risques, il faut que tu sois prêt à perdre. Ça, c'est fondamental. Et très peu de gens ont cet état d'esprit. On apprend plutôt à être timoré aujourd'hui. On n'aime pas l'échec. Non, ça, on n'aime pas l'échec. Ça, on n'aime pas l'échec. Et comme je l'ai dit, je pense que l'être humain, de base, n'est pas fait pour supporter l'échec, quoi. N'est pas fait pour prendre de risques. On n'aime pas le risque. Et on n'aime pas les critiques aussi. Et échouer, c'est synonyme de... Tu vois, quand j'avais fait, justement, on parle de Kill Tilt, j'avais fait publiquement un challenge 10 000 euros, tous 100 000 euros en un an. Je l'ai échoué, je l'ai refait, je l'ai rééchoué. Je me suis fait défoncer. Les gens quasiment majoritairement et unanimement sont dit putain, Romain il est vraiment nul, quoi. Alors, effectivement, tu vois, ils étaient rassurés de mon niveau de compétence. Et j'étais en discussion avec Peanuts justement pour être coach et faire des vidéos pour Kill Tilt. Du coup, je l'ai pas fait parce que j'ai échoué dans ce projet, dans ce challenge. Donc ouais, l'état d'esprit des gens n'est pas du tout orienté sur l'état d'esprit d'un entrepreneur et ce qu'il est nécessaire pour réussir quand on entreprend quelque chose. Oui, parce que ce que les gens ne comprennent pas, et ce sera le dernier truc de la vidéo, petit conseil du jour, pas cher, c'est que, et ça on en a souvent parlé toi et moi, en France, un échec est très mal vu, alors qu'aux États-Unis, on te dit, trompe-toi. Aux États-Unis, ce qu'on vous dirait exactement, c'est qu'il faut se tromper vite et pas cher, se tromper souvent, jusqu'au moment où on va réussir. Voilà, aux États-Unis, on est très content de savoir combien de fois vous avez échoué et qu'est-ce que vous avez appris pour comprendre ensuite votre réussite. Alors qu'en France... Ouais, c'est ton CV. C'est ça. Ton CV, c'est tes échecs. C'est ça, alors qu'en France, tu le caches absolument, quoi. Les amis, donc, si vous voulez toutes les infos sur Netser, rejoindre... le webinaire, le online, le live, vous allez en dessous, il y a toutes les infos. Si vous voulez aller voir Romain, je vous mets tous les liens vers ces différents comptes Facebook, Instagram, Twitter. Si vous voulez revoir l'interview que Romain a faite de moi, je vous mets aussi le lien. Mon ami, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours un plaisir, vraiment, de t'avoir. C'est toujours très enrichissant et j'adore parler avec toi. Oui, je sais bien, puisque je dis ce que je pense, donc... C'est pour ça que tu seras pratique pour toi. C'est pour ça que tu seras toujours dans mes Poker Débat. De toute façon, je vous rappelle, hein, Poker Débat, qu'est-ce que c'est? C'est je mets Adrien, Alexis, Romain Haussmann, 2 invités, Florence Bazet, parce que c'est elle qu'on finit par écouter, et 2h30 d'engueulade. Très bon Poker Débat qui arrive, là. Ouais.
Et tu seras dedans. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas été dans tes vidéos d'ailleurs. Il est temps de remédier à ça. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous fait à tous la bise. On se retrouve très vite dans le carré. Ciao, ciao, ciao. À bientôt, à plus, tout le monde.